煮えてなんぼのおでんに候。おでん様は処刑され申した。海賊街道の手によって家臣である我ら全員の命を守り最後を遂げられた。Vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Les minutes passent et voici venir l'heure légendaire, celle qui fut transmise à la génération suivante, relatant l'exploit extraordinaire d'Oden Kozuki, légende parmi les hommes. Entité supérieure méritant la même punition que les dieux, le voilà porter son lot sur ses épaules d'Atlas. Le corps en décomposition, Oden ne faiblit pas, car il lui reste un ultime devoir. En effet, la scène possède une puissance symbolique absolument sublime que son mangaka nous livre sur un plateau, ou même une large planche de bois. Celle qui veut qu'Oden Kozuki paye le tribut de tout un pays. Vous l'avez compris, après avoir dansé pendant plus de 5 ans afin de libérer semaine par semaine l'intégralité de ses sujets, Oden avait fini par acheter son pays à coup d'humiliation. Alors 260 semaines plus tard et 26 000 habitants sauvés, il ne restait plus que 9 personnes à affranchir du terrible joug d'Orochi et Kaido. Et oui, la beauté incroyable intrinsèque de la scène ne découle pas uniquement de sa plastique déjà culte, mais de quelque chose de plus profond. C'est en effet à l'aide d'un accord tacite que le mangaka nous offre l'ultime travail d'Héraclès. Demi-dieu aux tâches impossibles, celle de sauver les 9 dernières personnes de Wano Kuni qui ne sont pas encore libres, ses vassaux. Une tâche absolument déconcertante, tant le seigneur sait qu'il a été trompé par le serpent, et il n'a jamais vraiment sauvé qui que ce soit. C'est alors un principe d'honneur que seul un samouraï peut entretenir. Il se doit de sauver tout le monde, et son chant du cygne n'a ici plus rien d'une danse. Tiens bon Oden, nous lecteurs savons, tu arriveras au bout de cette heure légendaire, et tandis que ton corps cédera, tu les auras sauvés, tous jusqu'au dernier. À défaut d'eau bouillante, plongeons ensemble dans les derniers instants d'un homme et découvrez de quelle façon Oden Kozuki va livrer son ultime héritage. Traître, acquis des rois et Terminator, vous êtes prêts? Ne clignez pas des yeux. Comment pouvons-nous nous permettre d'être surpris en étant spectateurs d'un événement déjà compté depuis des années par son auteur? Je vais vous le dire, parce que Oden Kozuki, la figure d'un homme qui n'avait jamais demandé à être plus que ça, mais qui de par la nature si sincère de ses actions, ne pouvait qu'attirer l'admiration et le respect. Cela fait maintenant plus de 4 ans que nous vous en parlions, la mort d'Oden est inspirée de celle d'Ishikawa Goemon qui porta son fils hors de la marmite, bouillante pour le sauver. Or ici, Oden ne sauve pas un pays entier en le portant sur ses épaules parce qu'il est le personnage principal de son flashback. Non, il porte sur ses épaules son pays parce que cela lui semble absolument normal, et de ce fait est le centre d'attention du récit qui même lui ne peut pas se permettre de cligner des yeux. Vous savez ce qui fait un bon flashback? C'est son pouvoir de remise en question des règles établies par la diégèse au présent de la narration. Nami est une voleuse parce qu'elle a dû voler pour sauver son village. Usopp lui est un terrible menteur parce qu'il a dû le faire pour sauver Kaya d'un terrible ennui. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi Sanji n'utilise pas ses poings pour se battre, etc. Eh bien, la chose absolument merveilleuse et qui dépasse l'entendement avec Oden Kozuki, c'est que son passé, nous le connaissons déjà, et ses répercussions sur le présent diégétique, encore plus. Et pourtant, il est l'occasion d'être abasourdi à chaque chapitre. Voilà ce qui ne fait pas un bon flashback, mais ce qui fait selon moi le plus grand flashback du manga. La capacité de remettre en question une histoire dont le culot du mangaka ne s'est pas empêché de raconter déjà 150 fois. Mais voilà que dans un terrible supplice de lecture, Eiichiro Oda dilate son temps en l'étirant au possible jusqu'à nous faire tourner des pages pour 4 pitoyables minutes qui ont semblé durer une éternité. Il lui en reste 56, la tâche semble impossible et il est remarquable de savoir quelle l'est. En effet, Oden Kozuki n'arrivera pas à s'en sortir et finira mort et bouillanté. Imaginez ce qu'il en aurait été si les aventures d'Oden se déroulaient au présent de l'œuvre. Imaginez la sueur incalculable des fans en attendant la semaine prochaine qui se comblerait sur la mort du grand seigneur. Le récit d'Oden Kozuki comme homme incroyable qui avait tenu accroché à ses rêves pour embarquer sur le navire qui le fera voyager. Désormais, il doit tenir bon comme prix à payer pour avoir laissé son pays se transformer. Oui, il doit payer et réparer ses erreurs d'un seigneur stupide car trop bon. Il incombe au seigneur de régner et non de jouer aux pirates. Oden
rembourse alors sa dette jusqu'au dernier fourreau rouge. Cependant, il lui reste deux fulgurances à manifester. La première est celle de son Haki des rois, évoqué par Ashura Doji au chapitre 924. Nous n'avons jamais vu Oden manifester son Haki des rois, et comme ce dernier n'est pas au courant d'un tel potentiel, nul doute qu'il va l'éveiller dans un ultime élan de courage, à l'instar de la situation désespérée de Luffy à Marineford. Alors imaginez que lors des dernières minutes à tenir, le corps d'Oden se transcende, tout comme celui de Barbe Blanche dans l'anime face à Teach. Inconscient ou presque, il ne tient debout plus que par un dernier ordre que son cerveau tamponne. Tenir la planche, tenir la planche, tenir la planche. S'en découlerait un flux constant de Haki des rois, ce serait absolument monstrueux. Puis, plus important encore, est le message d'Oden aux habitants de Wano. Pierre angulaire du trio légendaire, il se doit de laisser un message aux générations suivantes pour le One Piece. Roger s'adressait aux pirates avant de mourir pour lancer une nouvelle vague d'intérêt afin que le jeune roi puisse rencontrer la princesse Sirène. Barbe Blanche s'assure que 22 ans plus tard, cette flamme ne soit pas éteinte en relançant la machine infernale, tandis qu'Oden, il y a 20 ans, s'adressait à son peuple, lui demandant d'ouvrir les frontières. Mais c'est au chapitre 819 que nous apprenons que les toutes dernières paroles d'Oden furent la volonté d'ouvrir le pays. Ainsi, les paroles du chapitre 959 prennent sens et Oden va s'adresser à ses vassaux une toute dernière fois. La vie sauve, il leur incombe d'achever la volonté de leur maître, mort pour leur survie. Mais Oden n'a ni le charisme de Roger ni la prestance de Newgate. Non, il a tout autre chose, il est un seigneur stupide et attachant qui se fait tromper bêtement simplement car il tend vers la bonté humaine. Pour lui, l'homme n'a rien d'un loup pour l'homme, et ce monde ne le mérite décidément pas. C'est pourquoi nous pensons qu'Oden livrera un dernier message pour encourager ses amis à aller de l'avant, à ne pas se retourner, leur assurant que tout ira bien, à l'instar de Luffy qui sourit grossièrement à son équipage pour leur laisser croire qu'il va pour le mieux. C'est ainsi qu'Eiichiro Oda, très grand fan de la saga Terminator, pourrait nous livrer un salut tout singulier pour le samouraï. En effet, le mangaka est un fan hardcore de la saga amorcée par James Cameron en 1985, comme peut en témoigner une énorme statue taille réelle d'un Terminator dans son salon, normal. Ainsi, c'est dans le second volet que se déroule une scène devenue culte et qui pourrait parfaitement convenir aux adieux d'Oden Kuzuki. La ressemblance pourrait être frappante tant ici, le Terminator se sacrifie pour sauver l'humanité, et Oden Kuzuki, seigneur stupide et attachant jusqu'au bout, pourrait plonger dans la marmite, livrer un dernier geste d'adieu pour rassurer de manière maladroite mais pleine de bonne volonté ses amis. Un adieu couplé avec cette dernière phrase. Ce chapitre, c'est aussi l'explication définitive d'un Orochi qui s'assume comme essentiellement mauvais, tour de force du mangaka, tant il est vain d'essayer de nous faire tirer des larmes avec ce personnage. Non, ici, Eiichiro Oda sait que c'est peine perdue et se contente d'expliquer habilement un cercle de violence qui grandit avec le temps, une terrible gangrène qui aurait dû s'arrêter avec le grand-père Kurozomi. Orochi n'a rien d'un souverain, mais d'un destructeur de pays, et il assume entièrement, il ne fallait pas faire pâtir les enfants des fautes des parents. Muni d'un terrible mimétisme social, Orochi, descendant d'une seule personne mauvaise, va punir les descendants de tous ceux qui ont essayé de le tuer, à savoir l'intégralité de ce foutu pays. Cependant, et alors que les fourreaux rouges se croiraient sortis d'affaire, une nouvelle intrigue est amorcée dès les premières pages du chapitre. Cette intrigue, nous la connaissons bien, c'est celle qui veut que la famille Kozuki soit fracturée au possible à l'aide d'un ultime rebondissement. L'exécution du seigneur n'est qu'un artifice pour éliminer Momonosuke, unique héritier masculin d'Oden. Alors les fourreaux rouges devront taper leur meilleur Naruto run dans un Wano en proie au chaos et avec en dernière image rémanente la mort de leur bienfaiteur. C'est à ce moment précis que nous apprendrons enfin l'origine de la dispute entre le chien et le chat, une dispute qui va causer leur emprisonnement, nous laissant avec deux questions majeures extrêmement importantes. Comment vont-ils se libérer? Vont-ils le faire peu de temps après ou même des années plus tard, tant Inuarashi et Nekomamushi ne subiront pas le saut temporel, leur permettant de vivre des années bien confortables avec leur ami Kappa à Udon. Quoi qu'il en soit, leur retour au pays est une zone d'ombre que le chapitre 972 éclairera, tout comme elle répondra à une question qui paraît maintenant assez déconcertante au vu des événements. Comment Kinemon et Kanjuro, à savoir les deux meilleurs personnages de One Piece, vont-ils recevoir leur fruit du démon? Il ne leur reste plus que quelques heures sur Wano et seront bientôt transportés 20 ans dans le futur. Je ne suis pas sans vous rappeler que les fruits sont une denrée rarissime et qu'il semblerait assez navrant qu'ils en trouvent deux sur leur barque de fortune. Est-il possible qu'Eiichiro Oda nous ait caché une part d'ombre quant au dialogue avec Dame Toki, occasion de recevoir les fruits et d'en apprendre davantage sur son passé si mystérieux, car si le personnage tire sa révérence de la sorte, ce serait absolument ridicule, un être de 800 ans qui n'a rien dit, regrettable. Enfin, s'il y a une question à laquelle les aventures d'Oden ne peuvent pas apporter de réponse, c'est bien celle du traître. En effet, après une telle prouesse honorable, comment penser qu'une personne se tenant sur cette planche pourrait avoir trahi Oden? Du côté du château, l'homme de main de Toki est source de vives discussions, or il s'agit simplement d'un fidèle allié de la maison Kozuki, tant il servait Sukiyaki au chapitre 960. Et s'il se retrouve chez un daimyo plutôt que chez le nouveau shogun, c'est bien parce qu'il a prouvé sa fidélité en choisissant de servir les Kozuki. Nous
voilà à la fin des aventures d'Oden Kozuki, flashback si bien exécuté qu'il va forcer son mangaka à redoubler d'efforts lors d'un acte 4 qui au Kabuki est le théâtre de bataille et d'épiques duels. Ainsi, Eiichiro Oda sait que seul un autre pilier de son œuvre peut contrebalancer l'engouement provoqué par la force principale de son manga, à savoir le mysticisme qui découle de ses passés regrettés et qu'il faut réparer. En effet, seul le pilier Neketsu absolu peut nous faire oublier le temps d'un combat, l'épopée homérique d'Oden, Roger, Barbe Blanche, du One Piece et des Kozuki. Seule la vengeance des Fours Rouges apportera repos à Oden et à nos consciences. Il le faut, Luffy doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'héritage d'Oden et permettre à ses vassaux d'ouvrir le pays, ce qui lui permettra de rencontrer la princesse sirène à la surface. Aussi fort Kaido puisse-t-il être, la flamme d'Oden brûle d'un feu plus puissant que n'importe quelle marmite d'eau bouillante. Vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux, les minutes passent et nous voilà rentrés dans l'heure légendaire, celle qui fut transmise à la génération suivante. Finalement, cette génération, c'est la nôtre. Nous qui, dans un souci d'empathie surréaliste, portons dans un zèle déplacé l'héritage d'Oden Kozuki. Nous aussi, nous étions là il y a 20 ans et nous avons tout vu. Nous aussi voulons le venger. Nous avons été témoins d'un sens de l'abnégation absolument renversant où la douleur des autres est plus importante que sa propre souffrance. Nous rappelant le sacrifice d'un Zoro au sang décidément bien trop samouraï. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est personnel. Prends garde Kaido, une armée d'otaku portée par une terrible colère arrive à ta porte. Eiichiro Oda a royalement réussi son coup. Wano Kuni va adopter des notes bien plus sombres, car si les premiers actes se dessinaient sous le signe de l'aventure, la suite de l'arc lui se repose sur un terrible besoin de rédemption et de revanche. Alors voilà, Shinobu va devoir sortir sa meilleure fumigène de ninja pour se sortir de cette mauvaise passe, tandis que le flashback d'Oden Kozuki est officiellement le plus long du manga. Le flashback d'un homme pas très malin, qui a embarqué chez les seuls gentils pirates du monde, a commis de nombreuses erreurs de jugement, s'est fait rouler plusieurs fois, mais a su garder son sens de l'honneur. N'oublions pas qu'Oden a échoué et que c'est là toute la nature de Wano Kuni, accomplir ce que Oden a échoué. Mais il serait injuste de définir Oden par un de ses rares échecs, car Oden Kozuki, c'était aussi l'un des hommes les plus forts du monde, un mari aimant et aimé, un père incroyable, un seigneur adoré et respecté par ses vassaux, un homme au courant des secrets de ce monde, un tueur de dieux et terrasseur de dragons, le symbole de la virilité débordante. Oh oui, décidément, Oden Kozuki était un dur à cuire.